Avant de poursuivre, je vous invite à fermer évidemment vos cellulaires de manière à ne pas perturber la séance. Nous poursuivons avec M. Pierre Bérubé, président d'Abitibi Géophysique. M. Bérubé a gradué à l'École polytechnique de Montréal en 1979. Il a présidé l'Association professionnelle des géologues et géophysiciens du Québec de 1993 à 1995 et fut président de l'Association de l'exploration minière du Québec de 2002 à 2004. Il est actuellement président du Technopôle géoscientifique Géopolis, vice-président de MISA et du Centre de transit minier de Val-d'Or. Il est président d'Abitibi Géophysique, une firme de génie conseil spécialisée exclusivement en exploration minière dont l'expertise est reconnue sur les 5 continents. M. Bérubé nous présente sa conférence PP3D en forage et High Power PP, la 3e génération de polarisation provoquée est née. Pierre. Merci beaucoup, Réal. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, la première génération de polarisation provoquée, c'était la génération où, il y a beaucoup de gens dans la salle qui s'en souviennent, les appareils étaient vraiment contrôlés totalement avec des petits boutons, où on utilisait des abacs, des nomogrammes pour faire l'interprétation. La deuxième génération est arrivée au moment où le microprocesseur est né, on l'a introduit dans les récepteurs pour faciliter la prise des données, puis mémoriser les données de façon numérique et faire des logiciels après avec les micro-ordinateurs pour permettre plus facilement de faire l'interprétation des données. La troisième génération de PP, je vais vous donner quelques éléments de développement qui ont lieu actuellement ou qui ont déjà eu lieu, qui vous illustrent où s'en va la PP vers le futur et vers le présent aussi. Donc, le futur en PP, un des projets qui est en développement actuellement avec Amira, le groupe Amira, c'est un projet qui va permettre d'interpréter non seulement la résistivité et la chargeabilité de façon indépendante, mais globalement d'interpréter toute la réponse, la signature, ce qui va permettre, on espère, de pouvoir distinguer la nature des sources polarisables, donc d'identifier est-ce que la source vient de la pyrite ou de la chalcopyrite, par exemple. Ça fait 30 ans qu'il y a de la recherche qui se fait à ce niveau-là. Ça n'avait pas encore débouché vraiment. Et là, je pense que le docteur Michael Zanov, avec Techno Imaging, est sur une bonne piste. C'est un projet de recherche privé financé par des entreprises, des compagnies minières et des sociétés de services, dont Abitibi Géophysique, Quantech et Zong. Ensuite, un autre projet qui peut changer les choses en géophysique appliquée, ce sont les électrodes capacitives. Vous savez, il y a des endroits sur la planète où c'est très difficile d'établir un contact électrique pour faire une lecture de polarisation provoquée. Il faut planter une électrode ou creuser pour mettre du papier d'aluminium. Je pense au plateau du Chili, la fameuse couche de caliche, ou dans les déserts de sable, ou même dans le nord ici, lorsque c'est gelé en plein hiver, c'est difficile de faire un contact. Les électrodes capacitives existent déjà dans d'autres domaines, mais il y a des développements actuellement qui vont permettre d'avoir une performance suffisante pour pouvoir les utiliser, on l'espère, pour faire de la polarisation provoquée, ce qui va faciliter la tâche des exécutants sur le terrain. Un autre développement en cours, OK. C'est la PP inductive. Vous savez, quand on fait un levé électromagnétique, on étend une grande boucle et on mesure les champs magnétiques ou la dérivée du champ magnétique. L'effet PP est visible aussi dans ces mesures électromagnétiques-là. Et il y a actuellement un projet de développement encore sous la férule d'Amira par le Royal Melbourne Institute of Technology. C'est le Dr. James McNee qui travaille sur le projet. Et fait très intéressant, c'est que Dr. McNee avait travaillé il y a quelques années, il y a 2 ans, sur un projet de recherche privé avec Abitibi Géophysique pour développer, faites attention aux choses, pour développer un capteur, qui est un capteur qui va être utilisé d'ailleurs pour la mesure de la PP inductive. Donc, c'est un développement qui va servir à un autre développement. Et ça va permettre éventuellement de faire de la PP avec des levées aéroportées, et aussi de faire de la PP au sol en même temps qu'on fait le time domain IM. Donc, vous installez une boucle avec ce capteur-là, qui est d'ailleurs pour l'instant le seul qui fait ça au monde, qui mesure le champ B-FIRD et le champ DB-DT, donc qui est sensible aux très bons conducteurs pentlandite ou aux moyens à mauvais conducteurs comme les gisements volcanogènes de cuivre-zinc. Et bien, ce capteur-là va permettre de mesurer aussi le disséminé avec la PP. Donc, vous allez avoir quasiment 3 levées, je ne dirais pas pour le prix d'un, mais 3 levées en même temps, avec une seule intervention. Pour le prix, on repassera. On va calculer ça.
Et autre développement en cours, il y a tout ce qui s'est fait en PP forage dans les dernières années, ça en est fait beaucoup. Et ça, c'est grâce surtout à l'évolution des logiciels d'inversion, le logiciel de traitement de données. On peut faire à peu près n'importe quoi, que ce soit en surface ou en forage. Maintenant, on peut prendre des lectures dans à peu près n'importe quelle direction, avec n'importe quelle configuration, de sorte qu'on peut faire une inversion et voir le résultat. Donc, on retourne un peu à la case départ de l'invention de la PP, où on faisait des configurations qui étaient dictées par les possibilités d'interprétation puis de réalisation sur le terrain à l'époque. Maintenant, ces limites-là n'existent plus, donc on peut retourner et penser à nouveau à la façon de faire l'acquisition des données. Je pense au All-to-All 3D IP d'Abitibi Géophysique, mais aussi à la technique Orion de Quantec, que plusieurs d'entre vous connaissent sûrement mieux que moi. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas invité aux présentations. Il y a la technique iPower 3D aussi, qui est l'objet, qui va faire l'objet du reste de la présentation. C'est une belle illustration de la 3e génération de polarisation provoquée. Le High Power 3D, en fait, est né d'une réflexion pour essayer, un peu à l'image de l'infinitem, vous vous souvenez, on s'est dit, c'est difficile avec les méthodes conventionnelles de time de Menyhem de trouver des conducteurs subverticaux plus profonds que 300 mètres. Il est né l'infinitem en réfléchissant simplement au mode d'acquisition des données, à repenser la technique en additionnant 2 champs avec 2 boucles. Why not? Ça donne une meilleure sensibilité pour les corps subverticaux. Maintenant, pour la polarisation provoquée, on a réfléchi vraiment à qu'est-ce qui dicte l'amplitude des réponses. Et ça, c'est tributaire d'une étude qu'on avait recommencée il y a plusieurs années où on s'est dit, on va prendre un cas, on va voir c'est quoi la limite de détection de la PP. Vous allez voir plusieurs petits graphiques comme ça ici, avec un mort-terrain conducteur. Vous avez une couche de mort-terrain conducteur en verre, 25 mètres d'épais, à 100 ohms mètres, on n'exagère pas, c'est typique d'Abitibi. Dans un encaissant de 10 000 ohms mètres, vous avez un filon de 5 mètres d'épaisseur, de résistivité 10 ohms mètres et à 100 millivolts par volt de chargeabilité. Donc, une cible typique, mais assez semi-massif, je dirais, quelque chose d'assez conducteur. Vous voyez que sur la résistivité, en haut, la pseudo-section de résistivité, il y a une anomalie en V inversée, là, mais elle est très faible. En chargeabilité, par contre, l'anomalie, elle est très forte, 21 millivolts par volt. Donc, il ne semble vraiment pas y avoir de problème avec le mort-terrain. Mais si on a un filon qui est moins conducteur que ça, un filon à 100 ohms mètre maintenant, on voit que la réponse en résistivité n'existe plus. La réponse en chargeabilité a diminué énormément. La réponse en chargeabilité est maintenant de 4,4 au lieu de 21. Si maintenant on continue dans le même sens, puis on a 1000 ohms mètres de résistivité apparente, on voit encore une fois rien en résistivité. Et en chargeabilité, on a une réponse maximale de 1 millivolt. C'est très faible. Et si on change maintenant au pôle dipôle, pour voir si on pourrait aller plus profondément, à 25 mètres toujours de dipôle, on a une anomalie, rien en résistivité, et une anomalie ou une réponse maximale plutôt de chargeabilité apparente de 1,5 millivolts. Si on fait la même chose en pôle-pôle, rien en résistivité et une réponse maximale de 2,0 en chargeabilité. En résumé, succinctement, dans un petit tableau, on voit que le dipôle, le pôle dipôle et le pôle-pôle ont respectivement des anomalies de 0,5, 0,4 et 0,3. Parce que pour l'anomalie, il faut prendre la réponse maximale moins le background, évidemment, qui augmente avec la profondeur. Alors, les anomalies, première conclusion, c'est que l'amplitude des anomalies, oui, varie selon la configuration. Mais encore plus important, c'est que les anomalies sont très, très faibles. Ici, le mort-terrain défie vraiment toutes les techniques et on est vraiment à la limite de détection. Si on met plus de mort-terrain ou si on le met plus conducteur ou si la veine est plus mince ou si elle est plus profonde, on ne la voit plus. Ce qu'on vous présente là, c'est à peu près la limite de détection. Maintenant, si au lieu de ça, on augmentait l'espacement A, disons qu'on a un dipôle de 50 mètres, résistivité, chargeabilité, vous voyez, c'est comme un cas 2 couches. On voit le mort-terrain, puis on voit l'influence du roc qui, tranquillement, qui fait augmenter les lectures de résistivité et de chargeabilité. Et si on compare sans filon, si on enlève le filon, on voit que la réponse avec filon ou sans filon, c'est la même chose. C'est 0,05 millivolts par volt. Donc, on ne peut pas voir ça avec un dipôle 50 mètres. Donc, ce n'est pas en augmentant l'espacement qu'on va aller passer à travers le mort-terrain. S'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de cible, que ce soit en 2D ou en 3D, peu importe la méthode qu'on fait. S'il n'y a pas d'anomalie dans les mesures de chargeabilité apparente, vous avez beau mettre ça dans n'importe quelle moulinette, n'importe quel logiciel, ça ne vous sortira pas
une cible ou un corps polarisable à l'autre bout. Donc, mais par contre, juste le fait de voir que l'amplitude des anomalies varie avec la configuration, ça donne une idée de dire, est-ce qu'il y aurait une autre configuration qu'on ne connaît pas, qui aurait des anomalies, qui générerait des anomalies encore plus fortes? Si les anomalies sont plus fortes, ça veut dire que là, quand on va les rentrer dans un logiciel d'inversion ou simplement les interpréter qualitativement, on va pouvoir trouver nos sources, nos corps polarisables. Donc, il faut trouver une telle configuration. Je ne vous noierai pas avec des équations, c'est plutôt une relation que je vais vous montrer là. Les équations sont beaucoup plus complexes que ça, ils prennent toute la page. La chargeabilité apparente qu'on mesure lorsqu'on fait un levé de PP, ce que vous avez vu sur les pseudo-sections tout à l'heure, c'est égal à la chargeabilité intrinsèque du corps, la vraie chargeabilité du corps, convoluée par un facteur géométrique qui dépend de la configuration d'électrodes, de la position du corps minéralisé justement, de la position des électrodes et tout ça. C'est exprimé de façon très simple ici. Et par contre, peu importe la configuration, lorsque vous faites une inversion, vous recouvrez la chargeabilité intrinsèque du corps. Donc, peu importe la configuration, on va retrouver la chargeabilité intrinsèque du corps, qui va être la fonction inverse convoluée avec la chargeabilité mesurée. Donc, si notre objectif, c'est simplement de trouver la fonction géométrique, la fameuse fonction f de x, y, z, idéale pour maximiser la chargeabilité apparente. Peut-on faire monter la chargeabilité apparente encore plus haute que celle mesurée avec le dipôle-dipôle? Un autre exemple d'un modèle, là, j'ai été obligé de changer de logiciel. Ce n'est pas présenté de la même façon parce que l'ancien logiciel ne permet pas de modeler les choses en 3D comme on fait aujourd'hui. Maintenant, vous voyez un corps, toujours un exemple typique d'Abitibi, mais encore, disons, poussé un peu plus à l'extrême. Vous avez 50 mètres de mort-terrain à 50 au mètre. Le reste est à peu près pareil, c'est le même filon. Le filon est plus, on l'a mis un peu plus large parce que le logiciel a une limitation du corps de l'espacement, donc il est 12,5 mètres. Dipôle, 50 mètres, 1 à 8, pseudo-section de chargeabilité. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas grande surprise, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas grand-chose sur une courbe de couleur de 0 à 20 que vous voyez en haut à droite. À l'aplomb de l'anomalie, de la source, en fait, il y a une petite anomalie si on prend une loupe. Vous voyez ici, le maximum à l'intérieur de cette zone-là, c'est 0,4. Si vous ajoutez du bruit, parce que ça, c'est à partir d'un égale 6, si vous ajoutez du bruit, ça devient très difficile à détecter, puis très difficile après d'avoir une inversion là-dessus. Là aussi, on est à ce qu'on appelle à peu près la limite de détection. Si maintenant, ce qu'on a fait, entre-temps, on avait fait des modèles synthétiques, on a fait des essais sur le terrain, à Alexandria qui nous ont prêté le gisement, l'accès au gisement au Renada, zone 4. On est allé sur le terrain pour certaines compagnies pour faire des tests, pour prouver l'idée qu'on a eue. On a eu une idée pour maximiser la chargeabilité apparente mesurée. Et on en a fait une configuration d'électrode qui s'appelle High Power 3D. Ça donne qu'elle est 3D, tant mieux. Mais l'objectif principal au départ n'était pas nécessairement qu'on cherchait un 3D, mais on cherchait à traverser le mort-terrain conducteur. Alors voilà la section inversée. Avec cette méthode-là, on mesure des milliers de lectures au lieu des centaines avec les méthodes conventionnelles. Et donc, on ne peut pas présenter les résultats en pseudo-section. On fait une inversion. On a un bloc 3D de résistivité et de chargeabilité. Et là, on peut aller chercher les sections qu'on veut ou les plans niveaux qu'on veut. Ici, ça vous montre la section inversée avec le logiciel REST3D INV de Loke. Et vous voyez en blanc, on a superposé le filon en question qui est très, très bien détecté. Alors qu'en dipôle, on ne voyait rien. Un autre exemple où on va montrer de l'inversion avec de l'inversion cette fois-ci, et non pas des données apparentes en pseudo-section avec une inversion. Un autre modèle plus dur, à 200 mètres de profondeur. On voit juste le petit bout en bas, là. Le modèle inversé de chargeabilité avec High Power 3D vous donne pas cette anomalie, mais cette chargeabilité-là reconstruite du sous-sol qui, encore une fois, permet de détecter très bien le corps enfoui à 200 mètres de profondeur, toujours sous un mort-terrain de 50 mètres. Maintenant, si on fait la même chose en dipôle-dipôle, on fait plusieurs sections de dipôle-dipôle et on fait une inversion 3D avec le même corps, voilà ce que ça donne à l'inversion, avec les mêmes couleurs. Ce n'est pas truqué, c'est les mêmes couleurs. Donc, on ne voit pas. Le corps qui est là, on ne le voit pas du tout en dipôle-dipôle. La façon dont on fait l'High Power 3D sur le terrain, c'est un peu différent d'un levé conventionnel. La technique est en instance de brevet, donc je ne peux pas vous montrer en détail qu'est-ce que c'est. Ça rappelle l'histoire de l'infinitem où on vous a montré des beaux résultats, mais on ne vous a pas montré la technique. Ça a pris un an et demi avant qu'on vous dévoile comment on le faisait. Et donc, ça va être probablement dans un an qu'on fera une autre conférence pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que, par exemple, sur une grille de 4 km²,
2 par 2 ou 1 par 4. Avec des lignes au 100 mètres, ça fait 40 lignes kilomètres. Ça fait environ 150, ça fait 40 lignes kilomètres. Ça fait environ 150 000 bonnes lectures. Il y a environ 1 à 2 % des lectures qui sont rejetées pour toutes sortes de raisons. Et il y a des variantes de la technique dépendant du nombre de lectures, etc. On peut aller jusqu'à 250 mètres, 500 ou 750 mètres de profondeur. Pour la version 750 mètres, pour une telle grille, ça prendrait environ 3 semaines faire le lever et ça coûterait environ 125 000 $, ce qui est pas mal moins cher que d'autres techniques, effectivement, en 3D. Parce qu'on a pensé beaucoup à la façon de le faire sur le terrain et c'est très efficace. Le traitement high power avec 150 000 lectures, on ne peut pas les passer une par une. Il y a un contrôle de qualité qui se fait sur le terrain, évidemment. Ensuite, au bureau, il y a un logiciel qu'on a développé qui nous permet, qui sonne des alarmes lorsqu'il y a quelque chose de suspect sur une lecture. Par exemple, s'il y a une résistance de contact un peu trop élevée, bien, le géophysicien va voir la lecture et décider d'accepter ou de rejeter la lecture. Un exemple de terrain dans le camp de Val-d'Or, dans un contexte potentiel aurifère et métaux de base, les deux. Ici, on voit un bloc 3D qui est issu de l'inversion d'un lever high power 3D. Les isosurfaces que vous voyez, mauve, rouge, jaune, vert, c'est des isosurfaces de chargeabilité reconstruites. Et le plancher, c'est la résistivité apparente, la résistivité plutôt inversée qu'on a présentée à moins 275 mètres de profondeur ici. Évidemment, on a la résistivité sur tout le bloc, mais on ne peut pas mettre les deux un par-dessus l'autre, on ne verrait plus rien. Là, je vais demander à Alex de peser sur le bouton. Et on va voir, le terrain en question, c'est un terrain qui était déjà énormément foré. Et vous allez voir apparaître un après l'autre les isosurfaces de chargeabilité. Ici, c'est 25 millivolts par volt. En rouge, ça va être 20 millivolts par volt. Ensuite, en jaune, ça va être 15 millivolts par volt. Et quelque chose d'étonnant, c'est de voir avec quelle facilité les zones chargeables peuvent éviter les forages. Il n'y a aucun forage dans la trentaine de forages qui étaient là qui coupait ces zones-là. Si vous rajoutez maintenant une zone de chargeabilité à la maille verte qui est à 15, je suis rendu à 10, là, 10 millivolts par volt, on voit que, oui, il y a des forages qui traversent et effectivement, il y a 1 à 2 % de sulfure dans ces zones-là. Une vue du dessus, on voit donc les zones chargeables, les isosurfaces sur la résistivité apparente. La résistivité, bien, les couleurs chaudes, c'est conductrice, les couleurs froides, c'est résistif. Donc, c'est bon pour ce modèle-là qu'on peut fermer. Merci. Les mêmes données présentées sous forme de blocs, bon, tout ce qui est supérieur à 10 millivolts par volt en vert va apparaître, donc c'est une façon très agréable de voir les données. Un autre exemple de levée dans le camp de minier de Val-d'Or, plus aurifère dans ce cas-ci, on voit encore une vue en plongée des isosurfaces de résistivité et chargeabilité sur sur le fond de résistivité. Donc, les zones polarisables ici sont surtout sur une zone résistive en bleu, là. On va regarder maintenant par le dessus. J'ai le pointeur ici, oui. On va regarder par ici, une vue du bout. Et il y avait une hypothèse d'une antiforme et on voit bien que l'inversion donne cette confirmation-là d'antiforme. On voit même que dans le milieu, il y a même au niveau de l'axe de l'antiforme, il y a même une zone polarisable là. Dans les deux cas, il y a des types de forages qui ont été évalués. Évidemment, bon, de ce temps-ci, c'est la même compagnie, puis elle est en recherche de financement pour faire des forages, comme beaucoup de monde. Conclusion, c'est que les configurations d'électrodes usuelles en 2D qu'on connaît bien, bon, ils pourraient être 2D ou 3D, mais les configurations qu'on connaît bien sont très peu efficaces en présence de morts-terrain conducteurs. Le principe du high power 3D permet de maximiser la chargeabilité apparente. Les modèles que vous avez vus tantôt, là, si on regardait les données brutes, là, même s'il y a 50 mètres de mort-terrain, il y a des lectures jusqu'à 31,3 millivolts par volt, alors que c'est 0,3 ou même 0,1, 0,05 avec le dipôle-dipôle. Donc, si on a des lectures de chargeabilité apparente assez élevées au niveau du bruit ambiant, on peut prendre ces lectures-là puis les mettre, ces jeux de données-là, les mettre dans un logiciel d'inversion et avoir des cibles comme on a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce qui distingue le high power de d'autres techniques 3D aussi? Il y a du faux 3D, il y a du vrai 3D. Il y a des gens qui prennent des levées 2D, ils les inversent en 3D en disant que c'est du 3D. Ce n'est pas tout à fait le cas.
iPower 3D, comme d'autres techniques, certaines autres techniques, est du vrai 3D. Mais on n'a pas besoin d'aller installer des choses entre les lignes de levée. Et on a des dipôles de dimension 50 mètres seulement versus 100 mètres pour d'autres techniques, et ce qui fait une augmentation de la résolution. Ça nous garde une bonne résolution. Et l'inversion 3D, comme vous avez vu, c'est très réaliste. Faites très attention quand vous voyez des modèles 3D avec beaucoup de bananes. C'est des effets de mauvaise compensation au niveau des sensibilités. Et ça peut créer, ça fait un biais, ça distorsionne totalement le lever, les résultats. Et on n'utilise pas non plus le fameux pôle-dipôle que je qualifierais de radial. Qu'est-ce que c'est le pôle-dipôle radial? C'est que vous avez des configurations qui existent, qui vont injecter du courant. Ça, c'est en vue en plan. Donc, vous avez un pôle de courant, certaines configurations, et vous avez des pôles de potentiel ici qui peuvent être partout, autour, partout sur la grille. Et voilà ce que vous voyez ici en couleur, c'est les sensibilités du sol. Donc, tout ce qui est en bleu a une sensibilité négative, puis en rouge positive. Donc, si vous passez au-dessus d'une zone minéralisée, avec ce genre de configuration-là, vous avez autant de positifs que de négatifs, vous n'avez pas de réponse. Ou si c'est un peu asymétrique, vous avez une réponse, mais c'est très, très, très sensible. C'est très instable. Au niveau de l'inversion, il n'y a rien de pire que cette configuration-là. C'est la pire configuration qu'il peut y avoir. À la place, je conseille aux gens qui utilisent cette configuration-là de prendre plutôt un dipôle comme ça, radial. Et ça, oups, donc, si vous passez au-dessus d'une zone minéralisée, ce genre de dipôle-là va vous donner toutes les contributions positives au-dessus du corps, une réponse forte et simple et facile à inverser. Donc, ce n'est pas le secret du iPower. Le iPower prend ces lectures-là, effectivement, qui sont des lectures des configurations déjà connues, documentées, mais prend aussi des lectures avec une autre configuration qui est sous brevet actuellement et qui est encore plus sensible que celle-là. Donc, merci aux gens qui ont participé aux essais de terrain et à toute l'équipe d'Abitibi Géophysique. Merci. Merci, Pierre, pour cette présentation très intéressante. Êtes-vous en bourse? Non. Non, pas assez gros. On n'aura pas le temps pour les questions.